Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver dans Télé-Église. Ils font partie de nos paysages comme une évidence, toujours là, toujours présents, éternels, majestueux, incontournables. Mais qui sont-ils au fond? Qui sont les arbres qui nous entourent, les arbres de nos forêts? Je vous propose des pistes de réflexion avec notre grand spécialiste des arbres, Ernst Zürcher. Monsieur Zürcher, il va me falloir un grand bol d'air pour énoncer toutes vos fonctions tant elles sont nombreuses. Vous êtes ingénieur forestier, docteur en sciences naturelles, professeur émérite et chercheur en sciences du bois à la Haute École spécialisée bernoise. Jusqu'à récemment chargé de cours à l'École polytechnique fédérale de Lausanne et à l'École polytechnique fédérale de Zurich et à l'Université de Lausanne. Vous étudiez plus particulièrement les structures temporelles des arbres, ce qu'on appelle la chronobiologie. Vous êtes l'auteur de nombreux articles scientifiques, de livres, de documentaires, sans compter les nombreuses conférences auxquelles vous êtes invité. Comme chaque passion naît dans les premiers âges d'une vie, peut-on déduire que votre passion est née durant l'enfance? Oui, je pense que c'est effectivement ça. Dès que je sortais de la maison familiale, j'arrivais devant des arbres, je pénétrais dans des forêts, dans des buissons et près des ruisseaux. Avant de poursuivre, je vous invite à découvrir la bande-annonce La puissance de l'arbre, un film documentaire signé par notre invité d'aujourd'hui. On se retrouve après pour la suite de notre discussion.
un mystère fascinant tout de même, ces arbres, Ernst Surcher. En l'espace de quelques minutes, nous avons eu l'occasion de voir une multitude d'arbres. Comment êtes-vous venu à vous y intéresser? Ça doit être un mélange d'expériences très profondes, intenses, liées au jeu, dans l'enfance, dont on parlait avant. Et ensuite, entrer dans le monde de la science, qui m'a toujours intéressé, ça m'a toujours fasciné d'entrer dans une activité, d'une démarche scientifique, laboratoire, observation, décomposition des choses. Et parallèle à ça, il y a aussi du patrimoine familial qui m'a accompagné. C'était un grand-père qui pratiquait son agriculture en tenant compte des phases lunaires. Et c'est un sujet tout à fait étonnant, qui n'était pas considéré comme scientifique. Et moi, ça m'a suscité la question, mais pourquoi ne parle-t-on nulle part dans les livres scientifiques d'une influence lumière sur le monde du vivant? Et c'est devenu un grand sujet, la chronobiologie qui était évoquée avant. Ça, c'est pour une des directions de recherche. Et les arbres en général, en fait, c'est des êtres vivants. Et plus on se penche sur des êtres vivants, que ce soit nos enfants ou des personnes amies, plus on les comprend et plus on les estime finalement. Et c'était le cas pour les arbres aussi. Alors, vous dites également aussi que les arbres sont puissants. Comment quantifier cette puissance? Alors la puissance de l'arbre, ça se quantifie. On a des méthodes d'évaluation de la vitalité des arbres. Et les arbres les plus vitaux, ce n'est pas forcément les plus gros. On peut être très très gros et très sensible aux tempêtes ou bien sensible aux sécheresses, parce qu'on a des racines superficielles, donc on n'est pas très très bien préparé pour des phases difficiles. On peut être vital et relativement petit, malingre, mais résistant. Donc il faut distinguer les terminologies. Et là, la qualité de résilience, de résistance est tout aussi importante que simplement la fabrication de masse. Donc qu'est-ce qu'un arbre puissant? C'est tout d'abord ça, c'est une capacité de résister. Et ensuite, un deuxième élément de puissance, c'est la capacité de s'associer à d'autres, de créer des communautés où on se complète les uns les autres. Et ça, c'est la puissance des arbres mis en commun, c'est les forêts. Alors, des arbres millénaires aussi, hein. Il y a cet aspect aussi quand on voit un arbre, quelquefois il peut avoir des centaines d'années. Et cette longévité-là, comment est-ce possible finalement, puisque autrement l'être humain il a totalement échoué sur des questions d'éternité? Voilà, quel est le secret de fonctionnement de l'arbre? On pourrait entrer plus en détail, mais de manière générale, l'arbre, c'est un maître de la lenteur. Il fait les choses très lentement. Si on regarde année après année ce qui se passe sur un jeune arbre, mais année après année, il accumule ce qu'il a fait sur ce qu'il a déjà fait avant. Il construit sur du déjà construit. Il n'a pas besoin de recommencer à zéro. Et cette lenteur lui permet de conquérir l'espace et de conquérir le temps sur ce qu'il a déjà construit. Donc en fait, c'est une suite de lui-même, si j'ai bien compris. C'est une suite de lui-même. C'est comme Newton disait, je n'ai rien fait d'autre que de monter sur l'épaule de mes prédécesseurs qui étaient déjà des géants. Et lui, il a fait encore quelque chose de plus. Et bien, les arbres font ça chaque année. Donc, il y a beaucoup d'enseignements dans cette compréhension des arbres. Alors, du point de vue planétaire, on le voit actuellement, la Terre va mal, on a quand même des discours assez durs, enfin c'est évidemment difficile concernant l'écologie, etc. Et là, vous innovez dans votre approche parce que vous dites que les arbres, notamment dans une conférence qui s'appelle « Les arbres pour guérir la Terre », peuvent guérir aussi notre planète. Comment est-ce possible ? C'est relativement simple une fois qu'on a compris que l'habit naturel de la planète, de la Terre vue comme organisme, c'est la forêt. La nature met des arbres et des forêts partout où c'est possible. Et là où ce n'est pas possible, c'est des steppes herbeuses, herbacées.
Et qu'est-ce qu'on a fait de la planète depuis 3, 4, 5, 6 000 ans, depuis que l'homme s'est étendu, s'est installé, imposé sur les continents? Il a transformé ces forêts en surfaces agricoles ou de pâturage, et ces terres, il les a prises à la forêt. Et ça a complètement changé non seulement le visage de la Terre, mais tous les régimes, le régime hydrique par exemple, et aussi la richesse faunistique de la Terre a été complètement influencée par cette emprise de l'homme sur actuellement un tiers des surfaces émergées qui sont devenues de forêts agricoles. Donc là, on a vraiment une clé de réparation de ce qu'on a fait. La solution, c'est de retrouver un équilibre juste entre la part de forêt dans un paysage et la part cultivée par l'homme ou influencée par l'homme. On est allé trop loin dans tout prendre à la forêt et ne laisser aucune naturalité dans nos paysages. Il y a certains pays qui sont un peu mieux, ici c'est pas mal, mais même en Suisse, on a des régions qui ont besoin d'être renaturalisées en équilibre avec les surfaces cultivées. Parce que les arbres vont beaucoup plus loin, enfin plutôt les forêts, elles interagissent aussi dans le climat. Et Absolument. Comment font-elles finalement ces forêts pour interagir sur le climat? Alors l'interaction des arbres sur le climat, c'est très facile à le comprendre. Vous êtes en été sur une plaine complètement ouverte, exposée au soleil. Vous entrez dans la forêt, vous entrez dans un monde de fraîcheur. Ceci parce que les arbres font de l'évapotranspiration, créent des nuages, et même les forêts provoquent les pluies. Donc là où il y a des forêts, il y a non seulement des nuages, mais il y a aussi plus de précipitations. Et ça vaut au niveau continental. Un continent boisé a plus de précipitations que le même continent dont on a enlevé les forêts. Et il y a plus de précipitations sur le continent que sur l'océan à côté, qui est une surface liquide. Oui. Mais il y a plus de nuages en dessus et plus de précipitations en dessus du continent boisé. Mais si vous enlevez les forêts, vous perdez les pluies aussi. Mais alors, tout en sachant tout cela, finalement, donc ce serait des solutions incroyables pour notre planète, pour vraiment solutionner plein de problèmes écologiques. Et pourquoi ce n'est pas fait? Enfin, où ça bloque au niveau politique, les industriels? Il y a déjà quelques dizaines d'années que des instituts de recherche comme l'Université de Cornell aux États-Unis et actuellement de plus en plus en Europe aussi, montrent qu'il faut vraiment retravailler avec la composante arbre, redonner de la matière organique au sol qu'ils avaient avant à l'état forestier et qu'ils ont perdu depuis la culture. Et c'est le travail des agroforestiers. Et aujourd'hui, on a une estimation qu'il faudrait redonner à ces paysages qui sont devenus désertiques finalement, les terres se sont dégradées, leur redonner quelque chose comme 5, 10, peut-être plus de pourcents arborés, des arbres individuels ou des haies ou des cordons boisés, entourer les rivières, avec ces 5 ou 10% qu'on réinstalle dans les paysages cultivés, qui sont des corridors de biodiversité, des auxiliaires de croissance, on peut réétablir un équilibre. C'est l'engagement actuel où beaucoup sont actifs. Alors vous faites aussi un parallèle entre le tournesol et l'arbre. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Voilà, ça c'est une manière très, très curieuse, très directe de comprendre en fait le secret de l'arbre dont on a parlé un tout petit peu. Quelle est la différence entre un tournesol? Vous prenez la graine de tournesol, c'est 2-3 mm, on connaît ça, on en mange. Vous faites germer cette graine et les champions du tournesol arrivent à en faire une plante de 10 mètres presque. C'est le Guinness Book du tournesol. Mais ce tournesol, à la fin de l'année, il va laisser tomber sa fleur, il va disséminer ses graines et il va repartir à zéro le printemps suivant. Alors qu'un gland de chêne, qui est relativement gros, il va germer aussi, il va surtout faire des racines, il va faire une petite pousse de 10 ou 15 cm la première année, alors que c'est un chêne. Il est très lent dans sa première action. La deuxième année, il va continuer ce qu'il a commencé. Et à partir de où continuera-t-il? Il ne va pas refaire un gland pour repartir à zéro. Sur sa tige, il a installé un embryon de tige suivante. Et cet embryon de la tige qui va suivre, c'est un bourgeon qui est protégé par des écailles.
Et c'est en fait une graine, mais qui n'a pas besoin de retourner au sol. Elle est déjà posée sur une assise organique. Et toutes les réserves qui sont dans la graine, elles sont dans la plante qui est déjà là. Et la plante va acheminer ces réserves dans l'embryon bourgeon qui va pouvoir éclore et se développer et faire une nouvelle tige. Et ainsi, l'arbre il va pouvoir créer chaque année une nouvelle colonie de plantes annuelles sur une structure organique déjà construite. Alors vous faites également un parallèle entre l'homme et l'arbre. Qu'en est-il de ce parallèle? Là, il y a aussi un parallèle intéressant. Si vous comparez un arbre à un homme, l'arbre nécessite, ça dépend des essences, mais nécessite, disons, une vingtaine, trentaine d'années pour passer de l'état juvénile à traverser la cheminée de lumière qui est à sa disposition dans la forêt pour devenir aussi grand que les autres. Et ensuite, il aura atteint la taille maximale. Ça, c'est la phase juvénile, trentaine d'années, 40, 60. Et ensuite, il va faire une croissance en épaisseur. Il ne va plus pousser en hauteur. Les arbres sont limités, ça dépend de la station où ils poussent. Et pour l'homme, c'est un peu la même chose. Il a une vingtaine d'années pour acquérir les savoir-faire, acquérir des notions de culture, de ce que c'est l'humanité à l'époque où elle vit actuellement, apprendre un métier et devenir autonome. Et c'est un peu la même chose pour les arbres. À partir de 30 ans, ils vont entrer en phase générative, faire des fleurs et des graines. Avant, ils étaient en phase végétative. Et ensuite, pendant tout le reste de la vie de l'arbre, il va continuer de croître, continuer d'être végétatif, mais il va faire de la reproduction générative, il va disséminer ses graines pendant des siècles éventuellement. Donc là, il y a un parallèle intéressant entre l'arbre et l'homme. Et pour revenir encore sur un autre parallèle, c'est que l'homme ne peut pas vivre tout seul. Déjà, un enfant a besoin naturellement du milieu familial, de la mère en tout cas. Et une communauté humaine permet aux hommes de faire beaucoup plus que ce qu'ils peuvent faire par eux-mêmes. C'est le phénomène de synergie, où les composantes obtiennent plus que leur somme. Et ça, c'est ce que font des humains lorsqu'ils sont en conversation, lorsqu'ils sont deux, lorsqu'ils sont trois. Quelque chose de nouveau se passe. Il y a une émergence de quelque chose qui est incalculable, imprévisible. Et cette notion d'émergence a lieu dans la forêt comme elle a lieu dans les sociétés humaines. Dans les sociétés humaines, c'est incroyable. Et puis alors on a parlé tout à l'heure de cette nécessité de reboiser certains endroits, mais vous parlez également de reboiser aussi les villes. Comment est-ce possible? C'est quelque chose de très important. Comment est-ce possible? Autrefois, on planifiait les villes avec les arbres dès le début, les grandes constructions de villes, les grands boulevards. Vous prenez Paris, Haussmann qui a transformé cette ville, incorporer les arbres dès le départ. Et est venue la voiture et brusquement les arbres sont devenus des obstacles. Il a fallu des places de parc, etc. Et les arbres, autrefois, on les avait bien compris comme dispensateurs non seulement de fraîcheur, mais d'ombre aussi pour le transport avec les chevaux, etc. Et aujourd'hui, on est entré dans une autre étape où les villes sont devenues des îlots de chaleur, où le béton, l'asphalte captent la radiation solaire comme aucun autre matériau, et la ville devient un four. Et si vous prenez un arbre dans la ville, sous l'arbre, l'asphalte ira peut-être jusque sous l'arbre pratiquement. Et vous mesurez la température de l'asphalte en plein soleil, et là où l'arbre donne son ombre au même asphalte, vous aurez une température de presque 20 degrés de différence, de plus basse sous l'arbre. Donc là, on voit qu'on a vraiment des climatiseurs organiques qui sont à disposition. Et à chaque changement d'affectation de la ville, il faudrait beaucoup plus les réintroduire. Et un élément intéressant dans cette réflexion, c'est que se rendre compte que plus les arbres sont grands, plus ils sont vieux dans les villes, plus ils sont efficaces. On mesure cette efficacité au moyen du nombre de leurs feuilles. Combien de feuilles l'arbre porte-t-il? C'est les unités d'action photosynthétique, c'est là qu'il fait son évapotranspiration, transformation d'énergie lumineuse en matière organique. Et
plus un arbre a beaucoup de feuilles, plus il est efficace. Donc lorsqu'on doit remplacer un arbre ancien, il faudrait remplacer par autant de jeunes arbres pour avoir la somme de feuilles qu'il a fallu enlever. C'est passionnant. On vous qualifie de chercheur atypique parce que vous nourrissez aussi une approche spirituelle dans votre démarche. Vous pouvez peut-être nous dire quelques mots à ce sujet? Oui, mon expérience s'est toujours plus concrétisée dans la réalisation que tout ce monde du vivant, tous ces arbres, mon cœur de métier, c'est l'anatomie du bois. Donc, c'est la microscopie du bois, c'est comprendre comment fonctionne l'arbre à l'intérieur de lui-même. Et ma thèse, c'était une thèse sur l'anatomie fonctionnelle. Quel est le lien entre la manière de croître d'un arbre et ses structures anatomiques? Et plus on entre dans l'observation, dans l'effort de compréhension des structures, de manière fonctionnelle, pourquoi cette structure par rapport à ce que l'arbre peut faire ensuite grâce à ça, plus on se rend compte qu'il y a de l'intelligence en œuvre là-dedans. Il n'y a aucun hasard. On ne peut pas parler de hasard dans l'anatomie d'un arbre. Chaque cellule a une raison d'être. À un moment donné, parfois, elles sont ensuite changées dans leur affectation. Et là, année après année, de voir de l'intelligence à l'œuvre dans mon microscope et ensuite dans les observations à l'extérieur, forge quand même une certitude. Pour un scientifique, c'est pas mal. Vous dites également que le monde est vibratoire. Il est fait de vibrations. Ça, c'est très important aussi. On a beaucoup trop limité notre appréhension du monde au visible. Alors que le visible, c'est déjà du vibratoire, c'est des couleurs, c'est une partie du spectre lumineux qu'on peut observer. Mais toutes les autres manières d'appréhender le monde, vous prenez une personne qui n'a pas la vue à disposition, qui est aveugle, elle peut aussi appréhender le monde. C'est aussi par du vibratoire, c'est l'acoustique, c'est l'olfactif. L'olfactif, c'est plutôt du chimique. Mais le domaine acoustique, par exemple, est très important. Et donc là, les arbres fonctionneraient comme nous, ils auraient des sens aussi. Ils ont aussi des sens. Là, on pourrait parler de la forêt comme entité globale, comme organisme forestier, à laquelle appartient aussi la faune. Et de plus en plus, j'aurais tendance à dire que la forêt a une manière de s'exprimer. Lorsqu'on s'approche de la forêt au printemps, qu'est-ce qui se passe? Si on ferme les yeux et on s'approche de la forêt, qu'est-ce qui se passe? On entend quelque chose d'étonnant. C'est un chant, un mélange des pépillements, mais le mot est déjà faux parce qu'on l'attribue aux oiseaux. Et c'est des stridulations. Le mot n'est pas tout à fait juste parce que c'est attribué aux insectes. Mais tout d'abord, avant de savoir que c'est des oiseaux et des insectes, c'est la forêt qui chante. Et une fois qu'on arrive un peu plus près de la forêt, tout ce chant de la forêt, il a une structure dans la journée. En forêt tropicale, à 6 heures du soir, c'est comme si vous mettiez en route le chant de la forêt. Et toute la nuit, ça sera un tintamarre incroyable, assourdissant. Et l'apothéose, c'est au matin, lorsque les singes hurleurs se mettent à mettre le point d'orgue sur ce chant nocturne. Et après, tout tombe. Et la journée, c'est beaucoup plus discret. C'est beaucoup plus calme. Et ça, ce n'est pas simplement des singes, des oiseaux, des insectes. C'est la forêt qui s'exprime. Comme si je vous disais, c'est vous qui me parlez, ce n'est pas votre larynx. Les oiseaux et les insectes, c'est les larynx de la forêt. Et la forêt se sert de ça pour s'exprimer. Et là, je ne pense pas que ce soit de la poésie, c'est vraiment du factuel. On a maintenant installé, pour voir quelle est l'interaction entre l'acoustique, entre les vibrations acoustiques et la vie de la forêt. On a installé des autoroutes, une autoroute virtuelle, une autoroute fantôme, à travers la forêt avec une série de haut-parleurs pour avoir simplement le bruit de l'autoroute sans avoir les nuisances des véhicules, le déplacement physique, etc., les gaz d'échappement. Simplement le bruit de l'autoroute à travers une forêt. C'était assez dramatique. La forêt n'a plus poussé de la même manière. Ce corridor acoustique d'une autoroute a complètement atténué la croissance de la forêt, a impacté sur la croissance de la forêt, parce que l'effet était que la faune a été chassée de cet endroit-là. La faune est très sensible au bruit, beaucoup plus que nous. Et ça a eu en deuxième
effet, une répercussion sur la croissance. Et inversement, on sait maintenant de plus en plus, les recherches sont en train de se faire. On a des recoupements qui nous permettent de dire que le chant des oiseaux active la croissance. Alors on va terminer notre émission sur cette note poétique, scientifique et spirituelle. Merci Ernst Strucher d'avoir participé à notre discussion d'aujourd'hui. Quant à nous, je vous retrouve dans un mois pour notre prochaine émission Télé-Église. À tout bientôt.